Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce soir, ouverture ce lundi à Addis Abeba de la 29e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, y prend part. Aussitôt arrivé dans la capitale éthiopienne, le président Faure Gnassingbé a eu des entretiens sur place. Le Group donne le ton pour les cérémonies de purification. Ça commence ce jeudi. Le programme complet à suivre tout à l'heure dans cette édition, un processus accompagné par les leaders religieux, les professionnels des médias rencontrés aujourd'hui au siège de l'institution à Lomé. Enfin, avis aux mélomanes, le jazz est célébré à partir de ce mercredi. C'est le festival Togoville Jazz lancé samedi dernier. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. La 29e session ordinaire de l'Union africaine s'est donc ouverte ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie, en présence du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Les dirigeants africains ont tenu une séance à huis clos autour de la question de la réforme de l'institution continentale. Ce chantier, qui représente une priorité de l'heure, est destiné à faire évoluer l'Union dans le sens d'une efficacité accrue. Outre l'optimisation des performances de l'institution et de ses organes, la réforme envisagée vise à conforter la crédibilité internationale de l'Union africaine. Aussi, la problématique du financement tient-elle une place importante au cours de cette 29e session ordinaire qui verra également l'adoption du budget 2018. Je vous signale également qu'après le cérémonial de l'ouverture officielle, l'Assemblée tiendra un débat général sur le thème de la session qui écoutera plusieurs rapports de chefs d'État portant sur la paix, la sécurité ainsi que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les différentes rubriques liées à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union feront également l'objet de rapports. Les nominations sont enfin prévues au titre de la commission du Conseil consultatif sur la corruption et de la commission des droits de l'homme et des peuples. Voilà donc pour les thèmes lors de cette 29e session de l'Assemblée générale donc, de l'Union africaine. Et puis après son arrivée dans la capitale éthiopienne, le chef de l'État a eu des entretiens sur place avec d'abord son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Les deux dirigeants ont évoqué la coopération bilatérale, l'intégration économique au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous découvrez là les images de cet entretien avec le président ghanéen. Ensuite, avec Louis Michel, facilitateur de haut niveau de l'Union européenne pour les activités de sensibilisation sur les négociations relatives aux accords de l'après-Cotonou de l'Union européenne. Je vous propose de l'écouter au sortir de l'audience avec le chef de l'État. Le facilitateur pour préparer les négociations post-Cotonou. Donc on a commencé à évoquer en fait le cadre dans lequel on allait discuter ces négociations. Je crois qu'il partage le point de vue de la plupart des chefs d'État africains qui consiste à dire, et aussi de l'Union européenne, qui consiste à dire qu'il faut faire de ces négociations une vraie opportunité, pas du business as usual, quelque chose de tout à fait neuf qui, quelque part aussi, renouvelle les codes, les brise s'il faut les briser. Je crois qu'il est extrêmement important de renforcer beaucoup plus la dimension du dialogue politique. Je crois que ça doit aussi être une occasion pour tourner le dos définitivement à la nature d'une relation développementale fondée beaucoup trop sur la dépendance. Si on veut accéder aux bienfaits de l'économie mondiale et du commerce mondial, il faut nécessairement développer une économie performante et prospère, mais qu'en même temps, il faut développer aussi des protections pour les citoyens, il faut développer aussi la dynamique politique, le débat politique, de manière à pouvoir forcer à une redistribution équitable de la prospérité que l'on crée sous forme de services, sous forme aussi
par exemple, d'allocation à la population la plus fragile, etc. Donc je pense qu'on a parlé de tout ça, mais il y a longtemps que j'évoque toutes ces questions avec le président Nassim Bey. Donc, comme président de la CEDEAO en plus, il est quelque part un porte-parole un peu mieux placé, un observateur privilégié et acteur privilégié. Donc c'est important que l'on puisse échanger avec lui sur ces questions-là. Vous savez, moi je sais une chose, je sais que l'Afrique est un continent qui va émerger, qui va réussir. C'est aussi tout ça que l'on doit apporter, une sorte d'optimisme actif, voir l'Afrique non pas comme un problème, mais comme une vraie opportunité, d'abord pour les Africains, mais aussi pour l'Europe et pour le monde. Vous savez, la notion de win-win est une notion que l'on doit faire vivre, et peut-être il est temps maintenant de la faire vivre. Et tout ça, je partage depuis très longtemps avec votre président. On en a reparlé aujourd'hui, j'ai aussi rencontré, grâce à lui, le président du Ghana, et on a donc échangé toutes ces questions, et je vais continuer à maintenant élaborer des recommandations. Et voilà donc les audiences accordées par le chef de l'État à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne à l'occasion de la 29e session ordinaire de l'Union africaine qui s'est donc ouverte ce lundi à Addis Abeba. Donc, à Lomé, à la primature, le Premier ministre, le commissaire Long Klassou et le directeur représentant du Bureau de l'Afrique de l'Ouest de l'OIF, Eric Adja, ont échangé, eux, sur les différentes actions que l'Organisation internationale de la francophonie compte mener au Togo dans les prochains jours. Échange à l'occasion d'une visite de courtoisie rendue au chef du gouvernement par le directeur représentant de l'OIF. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Carmen Madjé à Capo. Suite à ma prise de fonction officielle depuis le 3 mai, en qualité de nouveau directeur du bureau régional de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest, basé à Lomé, j'ai voulu présenter mes civilités au Premier ministre et lui présenter la feuille de route qui m'a été confiée par Mme Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie, et M. Adaman Wan, l'administrateur de l'OIF. Lomé abrite le plus ancien et le plus grand bureau hors siège de l'OIF, qui couvre les 12 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et le Premier ministre nous a rassuré du soutien du Togo, en général, et surtout du gouvernement togolais, et du président de la République, à l'endroit de la francophonie, de l'OIF, et puis de notre bureau régional. Et nous avons surtout parlé de ce grand événement que le Togo abrite en novembre prochain, qui est la conférence ministérielle de la francophonie, qui sera consacrée à l'économie bleue, l'économie maritime et à l'économie verte. Donc c'est pour nous, au BRAO, un grand honneur d'accompagner le Togo dans cet événement que vous abritez, qui va réunir tous les ministres de la francophonie et aussi des institutions internationales, surtout avec des activités d'environnement qui vont animer cette activité que votre pays organise. Et nous allons aussi, pendant mon mandat, accompagner le Togo pour développer davantage les questions liées à la jeunesse. Nous allons soutenir des incubateurs pour développer des entreprises des jeunes ici au Togo. Et nous tenons vraiment à la disposition du Togo, des autorités togolaises, mais de la jeunesse et des femmes du Togo pour les aider sur ce chemin de l'entrepreneuriat et de l'inclusion économique et financière. Éducation, santé, lutte contre la pauvreté, bref, les différents projets du système des Nations Unies, comment les mener véritablement au profit des populations bénéficiaires, quelle formule adéquate pour y parvenir. Et tous les coordonnateurs du système en Afrique subsaharienne sont à Lomé. Séance depuis ce matin à la recherche de la formule idoine. Marceline Tchapala, Rachel Aokou pour les précisions. Les pays de l'Afrique subsaharienne et sont chargés de coordonner
coordonner les interventions des Nations Unies dans les pays africains. À Lomé, ils vont échanger et réfléchir à une meilleure approche pour améliorer la contribution du système des Nations Unies dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. C'est une réunion qui se tient annuellement sur tous les 5 continents. Maintenant, pour nous, au niveau de l'Afrique subsaharienne, il s'agit de réactualiser les informations, les décisions qui ont été prises, notamment au cours de l'année dernière et également cette année à New York. Il s'agira de mutualiser les efforts pour la réussite du programme et également de toutes les initiatives du système des Nations Unies dans les pays ciblés. Le Togo, pour sa part, a entrepris plusieurs actions pour assurer la réussite de toutes les initiatives en faveur du développement. La réalisation des ODD passe par un véritable changement de paradigme dans les États à travers une intégration et une cohérence dans les politiques et actions de développement. Pour sa part, le Togo est actuellement à la croisée des chemins dans l'accélération de son développement. En effet, le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sozibdan Gnassingbé, est engagé en collaboration avec le PNUD dans un processus participatif de formulation de son plan national de développement pour la période 2018-2022, intégrant les ODD pour parvenir à une croissance économique plus forte, durable et inclusive, ne laissant aucune personne pour compte. Dans cette perspective, je vous exhorte à accorder une attention soutenue aux réformes et mesures devant nous permettre de relever les défis de la mise en œuvre des ODD dans nos pays respectifs. L'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030 est un défi majeur pour le système des Nations Unies qui compte tout mettre en œuvre afin de réussir son agenda 2030 pour ainsi améliorer le niveau de vie des populations, surtout les plus démunies. La rencontre prend fin le 7 juillet prochain. Autre préoccupation évoquée dans l'actualité ce soir, peut-on voter sans acte de naissance, sans carte d'identité? L'impact des pièces d'état civil sur le fichier électoral, c'est justement la préoccupation ici pour la concertation nationale de la société civile et appelle le gouvernement, les partis politiques à faciliter l'accès aux pièces d'état civil aux citoyens. Lédé Koussao, Christine Petit-Gialoudé. Les contestations post-électorales dans la plupart des pays africains s'appuient le plus souvent sur la non-fiabilité du fichier électoral. Selon les organisations de la société civile, c'est l'absence de pièces d'identité ou d'état civil qui est en partie à l'origine de ces difficultés. La personne se présente sans acte de naissance et par témoignage. Au moins, s'il a un acte de naissance par rapport à sa forme, sa taille, on peut savoir que ce n'est pas un mineur ou pas. Et donc, pour nous, l'acte de naissance est un élément fondamental, mais il faut aller loin pour octroyer au moins la nationalité et la carte d'identité nationale aux citoyens. Ce n'est pas de la culture de nous, les Togolais, la majorité, de déclarer les décès. La question de la qualité de l'état civil au Togo préoccupe le gouvernement. Les difficultés existent certes, mais des actions comme les audiences foraines d'établissement de pièces d'identité, le prolongement du délai de 30 à 45 jours pour la déclaration des naissances sont entreprises. Malgré toutes ces dispositions, des enfants naissent et grandissent sans pièces d'identité. C'est une responsabilité partagée. Lorsque tous ces acteurs
prendront conscience du fait que lorsque le citoyen est éveillé et lorsque le citoyen comprend l'importance des pièces d'état civil par rapport à un fichier électoral, nous osons croire que les choses vont aller de mieux en mieux. D'année en année, le gouvernement, avec le soutien de la société civile, fait tout pour rendre crédible et fiable le fichier électoral. Les organisations de la société civile recommandent une meilleure collaboration entre les parties prenantes et l'intensification de la sensibilisation sur l'importance des actes d'état civil. Ça se poursuit la table ronde de gouvernement à corps enseignant, nouvelle séance de travail en effet ce lundi, cette fois-ci avec les confessionnels catholiques et protestants. De quoi exactement a-t-on discuté cet après-midi? Réponse dans ce reportage de Adolphe Paca. Sous-tendent ces discussions avec en toile de fond des négociations du corps des enseignants des écoles confessionnelles catholiques et protestantes. Des sujets qui sont déjà connus du gouvernement et traités par le groupe de travail du secteur de l'éducation mis sur pied en janvier dernier. Les négociations ont avancé et il est ici question de faire le point. Nous avons essayé de se rappeler ce qui était retenu en 3 points. D'abord, l'intégration des indemnités de 20 000 francs au salaire des enseignants confessionnels catholiques et protestants qui sont déjà payés sur la subvention que l'État octroie, et ceci directement à travers la direction des finances. Le deuxième point, c'est l'amélioration des subventions que l'État octroie à l'enseignement confessionnel catholique et protestant. Et nous savons que ces améliorations vont venir selon les moyens de l'État. Et nous sommes des hommes d'église, nous prions pour que ces moyens soient vraiment au rendez-vous. Et nous disons merci. Et le troisième point, c'est de discuter pour parvenir à un cadre légal qui puisse régir le partenariat entre l'État ou le gouvernement et les églises. Aucun aspect n'est négligé, soulignent les membres du gouvernement. Depuis l'adoption du rapport du groupe de travail du secteur de l'éducation entériné par le chef du gouvernement, des mesures susceptibles de régler progressivement ces revendications sont au centre des préoccupations et le gouvernement veille afin d'assurer l'apaisement et la sérénité dans les écoles. Je dois d'abord me réjouir de constater, et sans doute certains ont pu s'en rendre compte, que les travaux de la cellule ad hoc chargée de la question des cotisations et des prélèvements est en train d'avancer. Les travaux du comité de rédaction du statut particulier sont également en train d'évoluer. Et cet après-midi, mes collègues et moi, nous avons eu une fructueuse séance de travail avec le père et avec le pasteur, qui sont parmi les responsables de l'enseignement confessionnel. Cette séance de travail doit nous permettre aussi de concrétiser les mesures et les orientations prises par le gouvernement en ce qui concerne l'enseignement confessionnel. La première des volontés exprimées par le gouvernement, c'est de faire en sorte que l'indemnité de 20 000 dont perçoivent un certain nombre d'enseignants du confessionnel puisse être intégrés à leur traitement avec des conséquences heureuses sur leur situation.
Dans une démarche inclusive et participative, les deux parties s'engagent à aller vite dans la concrétisation des revendications, que ce soit l'amélioration des subventions ou le cadre légal de partenariat. Aucun aspect ne sera négligé. Nous sommes heureux que les prières des Togolais et naturellement des églises fassent en sorte que notre pays puisse mobiliser les ressources nécessaires pour que cet engagement puisse être tenu. En ce qui concerne le gouvernement, dans les limites des moyens disponibles et des capacités, cet engagement sera tenu. Et en dernier lieu, il était important de voir comment nous pouvons travailler pour nous assurer qu'il est mis en place un cadre pour régir de manière durable le partenariat très dynamique entre l'État et les églises en matière d'enseignement confessionnel. Pour évoluer concrètement, nous avons convenu de mettre en place une petite structure comprenant des représentants du gouvernement et des églises catholiques et protestantes afin d'aborder les différents points qui mériteraient d'être réglés afin que cette relation qui existe, la contribution et l'action des églises en matière d'éducation puissent continuer et que l'État soit aussi en mesure de continuer à apporter son appui et son accompagnement. Il s'agit d'une mission d'intérêt public, reconnaissent les deux parties engagées à maintenir le dialogue et surtout à œuvrer pour que le Togo soit au rendez-vous de l'ODD 4, une éducation de qualité pour tous. Notre deuxième titre ce soir, les journées de purification au Togo. Le SCROM s'assure l'accompagnement des leaders d'opinion, responsables religieux, professionnels des médias. Séance ce matin avec ces différents corps. Les cérémonies démarrent ce jeudi. Edem Sosoupo. C'est une rencontre top départ des journées de purification du Togo. Ici, leaders religieux, chefs traditionnels et responsables des médias sont mis au courant du programme officiel du gouvernement sur le déroulement des cérémonies. Toutes les confessions religieuses sont concernées par l'opération qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire. Elles sont appelées à prendre les dispositions qui s'imposent pour que du 6 au 9 juillet, des offices soient dits autour des messages de pardon, d'apaisement des cœurs et de réconciliation. Les 3 jours officiels, c'est le jeudi pour les religions traditionnelles. Vous les avez entendus ici. Donc, ces cérémonies vont avoir lieu. Ne serait-ce que je dis simplement, mais nous avons eu pas mal de communications pour de l'intérieur déjà. Toutes les préfectures ont indiqué où le jeudi, l'apothéose des cérémonies traditionnelles aura lieu. Le vendredi, c'est l'Union musulmane qui va passer au créneau et ils vous le diront également avec la mosquée principale ou les mosquées qui sont au niveau de Lomé, mais toutes les mosquées à l'intérieur du pays sont au même pied de départ. Et le dimanche, c'est les églises chrétiennes. Les églises chrétiennes également nous communiqueront leur lieu pour les 3 apôtres. Il n'empêche que dès aujourd'hui, même depuis hier, donc, beaucoup d'informations nous laissent donc entendre que ces prières, des prières et des invocations, des supplications pour purifier le pays, pour convier les âmes errantes à s'apaiser, pour apaiser les cœurs meurtris, à tous regarder devant et à œuvrer pour le bien vivre ensemble. Le gouvernement a déjà eu des séances de travail avec la plupart des confessions religieuses sur l'opération. La sérénité doit régner au Togo et c'est la préoccupation la mieux partagée.
pour ce qui concerne la préfecture du Golfe, nous, les 5 chefs de canton, nous nous sommes retrouvés pour proposer la berge de la lagune de Baie, juste en face du centre communautaire de Baie, à partir de 9h. Voilà. Et nous profitons de l'occasion pour inviter tous les Togolais de Lomé et de ses environs à venir rester avec nous. Les vendredis, c'est les jours de prière pour nous, comme les dimanches pour les chrétiens. Et au niveau des sermons que les imams vont faire pour ces prières-là, ils vont invoquer toujours le pardon. Le pardon pour que chaque citoyen comprenne que nous devons nous pardonner pour faire évoluer notre pays. Ce que nous allons faire à partir de demain, mardi, jusqu'à 8 jours, nous allons essayer de purifier tout le pays. Et vous allez voir qu'après la purification, surtout religion traditionnelle, vous allez voir que le pays sera pacifié. Le vendredi dernier, l'Église catholique a effectué la cérémonie de prière de purification du pays. Le H-Crown invite tous les Togolais à prier individuellement au cours de cette période pour une paix durable. Des recueillements spirituels pour appuyer les journées de purification. Et coup d'envoi officiel attendu donc demain mardi, mais déjà les prêtres vaudous ont consulté les oracles. Que faut-il faire pour que tout se déroule normalement bien pour les cérémonies et pour le Togo à l'avenir? Les oracles ont parlé. Qu'ont-ils dit? Réponse à suivre dans le dossier en préparation, dossier de Honoré Modrouf à suivre dans les prochaines éditions. Dans la foulée, ce communiqué du gouvernement dans le cadre du processus de réconciliation en cours, le gouvernement a fixé par décret sur proposition du SCROM la période du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet 2017 comme journée de purification. Les grandes confessions religieuses du Togo sont retenues pour organiser ces cérémonies suivant le programme ci-après. Jeudi 6 juillet 2017, cérémonie traditionnelle. Vendredi 7 juillet 2017, prière musulmane dans les mosquées. Dimanche 9 juillet 2017, culte protestant et messe catholique dans les temples et dans les églises. Le gouvernement invite toute la population à prendre activement part aux différentes célébrations et prières qui seront organisées sur toute l'étendue du territoire national. Autre communiqué, celui du HCOM, dans le cadre de ces activités et suite au décret pris en Conseil des ministres le jeudi 22 juin 2017 relatif à l'organisation des journées de purification, le Haut Commissariat à la Réconciliation nationale et au renforcement de l'unité nationale HCOM remercie les responsables des confessions religieuses, églises chrétiennes, unions musulmanes, chefs traditionnels et prêtres traditionnels des dispositions qu'ils font prendre pour faire dire du 3 au 9 juillet 2017 des offices, messes, cultes et prières axés sur des messages de facilitation du pardon, d'apaisement des cœurs et de réconciliation. L'apothéose de ces journées étant le jeudi 6 juillet 2017 pour les religions traditionnelles, chefs et prêtres traditionnels, le vendredi 7 juillet 2017 pour la religion musulmane, le dimanche 9 juillet 2017 pour la religion chrétienne. Le SCROM invite les fidèles et les adeptes des différentes confessions ainsi que les populations sur toute l'étendue du territoire à participer massivement dans la communion de foi à ces cérémonies, chacun dans sa localité géographique. Le SCROM remercie les uns les autres pour leur contribution au bon accomplissement de sa mission. La suite, l'actualité, la société civile, nous l'évoquions tout à l'heure, elle est aussi engagée sur les questions agricoles. Le Péniansa concentre actuellement son attention, illustration avec cette rencontre d'explication à Palémé, justement sur le plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, deuxième génération. Yves Agbevivi.
La deuxième génération du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire axe ses priorités sur l'amélioration de l'organisation de l'espace agricole, l'amélioration de la production, de la productivité et de la valorisation des produits agricoles, l'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de la résilience des populations et enfin l'amélioration de la gouvernance du secteur. Contrairement au PNSA qui a duré 6 ans, le PNIASAN va s'étaler sur 10 ans, une durée définie pour beaucoup plus de flexibilité dans l'exécution du programme, des informations entre autres qui vont être mises à la disposition des représentants de la société civile, question d'obtenir leur appréciation du projet et recueillir leur amendement. C'est pour permettre dans le processus participatif que nous avons enclenché depuis 2015 d'échanger avec les acteurs de la société civile sur le contenu de la deuxième génération du plan d'investissement agricole afin de nous assurer de la prise en compte des questions transversales dans le document, les questions qui touchent le genre et les questions environnementales, les questions d'équité sociale et d'inclusion, et afin que le plan d'investissement qui va sortir puisse répondre aux attentes de toutes les couches sociales et aux préoccupations de bonne gouvernance qui guident le gouvernement actuellement. Cette rencontre qui a réuni 25 représentants des OSC et qui va durer 2 jours fait suite au constat d'une mission menée en mars 2017, mission qui a révélé une faible implication des acteurs non étatiques qu'est la société civile. Le PNIASAN qui va durer 10 ans a prévu 1 250 milliards d'investissements nécessaires. Artistes, promoteurs culturels, administrateurs locaux, ensemble pour faire de la culture un véritable levier de développement. Ils sont réunis depuis ce matin, une initiative IRES-RDEC, Ferdinand Chassoua, Komo Boyondé. L'un des facteurs en vue de la mise en œuvre de la politique culturelle reste la mobilisation des ressources. Selon l'Institut régional d'enseignement supérieur et de recherche en développement culturel, IRES-RDEC, cette politique adoptée par le Togo en mars 2011 reste encore méconnue de certains acteurs. Il est donc question à travers cette rencontre de renforcement de capacité de créer une synergie d'action entre les administrateurs locaux, les artistes et les promoteurs culturels. Il s'agit donc, au-delà des artistes promoteurs culturels, de regrouper également les administrateurs locaux, c'est-à-dire les acteurs des délégations spéciales, que ce soit au niveau des communes et des préfectures, pour les outiller sur les grands axes retenus par la politique culturelle. Puisque la loi sur la décentralisation de 2007 est claire là-dessus, ce sont les entités locales que sont les communes, les préfectures et les régions qui ont la charge et la conduite de l'action culturelle au niveau local. Durant 5 jours, des acteurs culturels vont échanger sur des modules clés, à savoir la culture au service du développement, la décentralisation et le développement local, la dynamique sociale et le développement local. Il est 20h28 à l'étranger. Au Mali, les pays du G5 Sahel s'engagent contre le terrorisme, mais manquent de moyens. En présence du président français Emmanuel Macron, ils ont acté hier dimanche la constitution d'une force anti-djihadiste conjointe et débloqué des fonds pour commencer son déploiement. Cela dit, retour chez nous au Togo, le village de Toulong, dans l'est de la préfecture de Toun, a connu, vous le savez, le 4 juin dernier, un conflit entre Moba et Peul, conflit qui a entraîné des dégâts importants. Après les premières assistances, le gouvernement vient encore à travers la ministre en charge de l'action sociale pour les assister au nom du chef de l'État, vivre et non vivre à leur endroit et les sensibiliser sur la paix. Reportage de Désiré Aloy.
Le 4 juin 2017 dernier, le village de Toulong, 6 km à l'est de la ville de Dapan, avait connu un théâtre de violence né d'un conflit foncier entre Moba et Peul. Des violences qui ont engendré des dégâts matériels importants et des blessés. Le gouvernement togolais immédiatement avait réagi pour arrêter la violence et apporter une première assistance aux victimes. Des toitures ont été refaites par la suite. Aujourd'hui encore, au nom du chef de l'État, la ministre en charge de l'action sociale revient bras chargé d'un important matériel consommable et non consommable pour les soutenir davantage, semer un grain de joie et les sensibiliser par la suite sur les valeurs de la paix et d'un vivre ensemble. Nous sommes venus apporter une assistance à la communauté Peul qui a été fortement affectée par les conflits fonciers entre elle, la communauté Peul, et la communauté Mouba. C'est un conflit foncier qui date de plus de 20 ans. Et le 4 juin dernier, les tensions étaient très vives. Les maisons des Peuls ont été incendiées par l'autre communauté. Et au cours de cet incendie, il y a eu beaucoup de dégâts. Ils ont pratiquement tout perdu. Et notre démarche également est d'apaiser les esprits. Les victimes témoignent leur gratitude au chef de l'État. Je remercie le chef de l'État, tout le don qu'il nous a envoyé ici. Et nous, les peuples de Toulonga, nous sommes contents, très fiers ici. Donc on avait perdu tout. Ce qu'on nous a donné, ça va nous servir. Et il y a les habits, il y a le maïs, tout. Donc ça va nous soulager un peu. Un tour de Madame la ministre dans la partie adverse. Mouba, accueil détendu et échange d'apaisement visiblement ressenti. Tout ce qui nous est arrivé, ça ne peut plus nous arriver. Parce que nous, on ne veut pas de problème. Donc nous allons vivre comme même père, même mère. Je vais peut-être rappeler que dans les communautés, il y a des mécanismes locaux de règlement des conflits de ce genre. Nous allons écouter les anciens pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que, en cas de conflit, on puisse trouver des solutions à l'amiable. Plus jamais ça, les uns et les autres l'ont promis. Le Togo, selon Madame la ministre, a besoin de tous ses fils ensemble pour construire le pays. La violence, loin de résoudre les problèmes, creuse davantage les écarts et rend fragile le tissu de cohésion sociale. Une acceptation réciproque dans la paix reste avantageuse pour un bon vivre ensemble. La musique est d'abord du jazz, nous l'annoncions en titre tout à l'heure. Avis aux amateurs, la 3e édition de Togoville Jazz vient d'être lancée. C'était samedi dernier. Le jazz sera célébré entre le 5 et le 9 juillet à l'Institut français de Lomé à Fil Bleu, Arima, Viviane Sevi, Nathalie Panégué. Togoville Jazz, une rencontre pour célébrer et promouvoir la musique jazz. C'est un genre musical qui a pour origine le brassage entre la musique africaine et celle américaine vers la fin du 19e siècle. Togoville Jazz veut rendre visible cette musique grâce à un festival organisé chaque année. Donné pour thème à ce festival sortir de l'ombre.
un festival qui donne la possibilité à tous les artistes, musiciens, de montrer ce qu'ils savent faire et faire honneur à la musique togolaise. On est vraiment fiers que ce festival va en grandissant. Il y a des partenaires techniques qui nous accompagnent. Leur nombre grandit. Sur cette édition, nous avons quand même réussi à faire venir des artistes internationaux qui seront à nos côtés à partir de la semaine prochaine pour que véritablement la musique au Togo ait sa place dans le concert des nations. Chaque 30 avril est célébrée la journée internationale du jazz. Désormais, le Togo est reconnu à cet effet sur la plateforme de l'UNESCO qui valorise les richesses culturelles des nations. L'UNESCO nous a adressé une reconnaissance officielle pour nous remercier et nous reconnaître officiellement comme promoteurs de jazz au Togo. Donc, dorénavant, s'il doit y avoir des événements jazz, nous savons que l'UNESCO, à travers un institut de jazz qui est le Thelonious Monk Institute of Jazz, qui est le bras armé de l'UNESCO. Ce faisant, le Togo, à partir de cet instant-là, rentre dans l'histoire du jazz du monde entier. Le festival Togoville Jazz se veut alors un cadre d'échange, de partage, de formation et de promotion du jazz. Pour cette 3e édition, les artistes venant du Bénin et du Niger vont prester aux côtés des Togolais. Elle a fait 6 ans, loin de la scène. Noélie est de retour. L'artiste de la chanson togolaise a tenu en haleine ses fans au palais des congrès, voix envoûtante, public conquis. Mais nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Ce communiqué, avant de la refermer, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique informe les éditeurs, libraires et autres acteurs togolais de la chaîne du livre que la 14e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou et Philo se tiendra du 23 au 26 novembre 2017 sous le thème Livre et lecture dans le cadre familial. Les acteurs de la chaîne du livre intéressés par cette foire sont priés de prendre attache avec la direction des bibliothèques et de la promotion littéraire assise au 47 rue des Nations Unies, 123 boîte postale 3146 Lomé, Togo, téléphone 22 22 86 83. L'adresse email, vous pourriez également la consulter dans Togo Presse, dans sa parution. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle.